Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de politique américaine. Vous avez été nombreuses à me souhaiter de bonnes vacances la semaine passée. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Moi, pour ma part, j'ai bien profité des plages au Québec, sur les berges du lac Saint-Jean. Un endroit magique. L'été, je vous le recommande vivement. Euh, Nous avons pas mal de sujets à couvrir aujourd'hui. J'essaye de garder les capsules moins d'une demi-heure, mais il y a du travail à faire. Donc, si vous voulez sauter en avant puis regarder un des sujets qui vous intéresse plus, j'ai mis des chapitres en bas. Vous avez qu'à cliquer sur le chapitre qui vous intéresse. Des fois, il y a un petit peu de redite. Des fois, on saute des sujets. Donc, pour votre meilleur comment dire, profit, je vais toujours mettre les chapitres à partir de maintenant, ou en tout cas à toutes les fois que j'ai le temps de le faire. Donc, je voulais aussi commencer peut-être par vous parler rapidement de l'évolution de la chaîne au cours de cette dernière capsule. Il y a plus de 160 personnes qui se sont ajoutées. On est maintenant à 800 abonnés. Je vous rappelle que la chaîne n'a toujours pas un mois, donc ça fait seulement quelques semaines que j'ai commencé à faire ça. J'apprécie énormément le soutien. Je ne m'y attendais pas. Comme je vous dis, je fais aussi des tests. Je ne m'attendais pas à avoir déjà un auditoire aussi important. Donc, il y a encore un petit peu de travail à faire du côté de la production, mais je continue de l'améliorer. Comme vous voyez, à chaque fois, j'améliore un petit quelque chose. Je vais continuer de le faire. Mais si on regarde, moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Nous avons 52 pays. Nous avons des auditeurs dans 52 pays différents. Et évidemment, les premiers sont Canada, France, États-Unis, Belgique, Côte d'Ivoire, Haïti, Sénégal. Alors, Djurajef, à mes amis sénégalais. J'ai hâte de goûter à votre teranga une fois de plus. Donc, c'est ce que je souhaitais commencer par vous dire merci où que vous soyez. Et je suis aussi conscient que, étant québécois, mon accent peut être difficile à comprendre. Je vais quand même faire un effort pour articuler un peu mieux. Surtout pour nos amis, mes amis un peu partout dans le monde qui n'êtes pas habitués à l'accent québécois et qui, je suis d'accord avec vous, il faut s'accrocher des fois. Ça ressemble un peu à l'accent écossais en anglais, donc difficile à comprendre. Pour les gens qui n'habitent pas ici, au début, je pensais viser seulement des Québécois, mais il s'avère que c'est seulement 25% de tout l'auditoire de la chaîne vient du Canada, le reste vient d'outre-mer. Donc, merci à tous. N'oubliez pas de liker ces vidéos et de les partager avec vos amis. C'est une des meilleures façons d'augmenter la visibilité de la chaîne et grossir la communauté parce que, comme je vous dis souvent, il y a des débats très respectueux et intéressants dans les commentaires. Donc, c'est quelque chose qu'un jour, j'aimerais bien faire, c'est faire un live et puis on se pose des questions, on interagit ensemble. Donc, voilà pour les notes liminaires. Premier sujet, la Convention démocrate, c'est la semaine prochaine. Alors, du lundi au jeudi. Le détail des gens qui vont faire des discours n'a pas été encore annoncé, mais j'ai l'intention à quelques reprises de faire des lives où on va écouter ensemble ce qui se passe à la Convention. Je ne pourrai évidemment pas faire de traduction directe, mais on pourra réagir ensemble peut-être dans la mesure du possible. Et aussi parce que sur un sondage que j'ai fait sur la chaîne, vous avez été nombreux et nombreuses à dire que vous préfériez la formule avec des lives. Et moi, je sais que c'est une formule que j'affectionne particulièrement parce qu'on a vraiment l'opportunité de répondre en direct puis d'engager un peu la conversation. Donc, je vais quand même faire des capsules un peu mieux montées et alterner avec des lives. Mais surtout pendant la Convention démocrate, ça sera une opportunité certainement d'interagir ensemble. Donc, premier sujet aujourd'hui, outre celui-ci, c'est le mouvement, un vrai glissement de terrain qui est en train de s'opérer. Dans les sondages, on sent vraiment que la campagne de Kamala Harris prend un momentum difficile à arrêter pour Donald Trump. Et on verra un peu plus loin, ça ne lui réussit pas du tout à M. Trump là, de voir le momentum de Kamala Harris. Alors, je vous tenais à vous dire parce que vous êtes quand même nombreux à être des partisans de M. Trump et j'essaie pour la plupart de faire preuve d'objectivité. Je ne suis pas objectif car je suis un être humain. À moins que vous soyez un robot, je ne crois pas que vous le soyez objectif non plus. Mais ça, c'est ma croyance philosophique personnelle. Alors, j'essaie toujours de... Vous remarquez que les sources que j'utilise pour ces capsules tendent à être diversifiées. Ce n'est pas toujours les mêmes sites, ce n'est pas toujours CNN
j'essaie de toujours trouver différents sites pour essayer de vous faire voir que c'est pas un seul point de vue, c'est un point de vue qui se matérialise. Puis lorsque possible, je prends des gens comme Frank Luntz, qu'on voit ici, qui est un sondeur républicain. C'est quelqu'un qui gagne sa vie depuis des décennies à sonder l'opinion publique pour le Parti républicain. Et ici, il dit, M. Luntz, qu'il n'a jamais vu dans toute sa vie un momentum changer autant de façon aussi forte en 30 jours. Donc, depuis que Kamala Harris a pris les rênes de cette campagne, ça fait moins d'un mois. Ça nous paraît une éternité, mais ça fait moins d'un mois. Et ce sondeur républicain dit qu'il n'a jamais vu ça. Il affirme même que la Chambre basse et le Sénat sont en jeu tellement Donald Trump plomberait le ticket républicain. Je vous rappelle une fois plus qu'à chaque 2 ans, il y a des élections aux États-Unis. Il y en a plus souvent, mais je veux dire, au niveau fédéral, il y a des élections aux 2 ans. On élit à chaque 2 ans la Chambre basse au complet, 435 députés. On élit les sénateurs, 1/3 du Sénat, car le Sénat, un sénateur a un mandat de 6 ans. Donc, à tous les 2 ans, on élit 1/3 du Sénat. Et une fois par 4 ans, on élit le ou la présidente. Donc, on parle de, quand il y a une élection, on ne vote pas que pour le président, on vote pour la Chambre basse, on vote pour 1/3 du Sénat. On vote également dans les États, les chambres, les Sénats selon leur propre arrangement. Souvent, il y a des gouverneurs qui sont élus. Donc, c'est pour ça qu'on parle ils disent down ballot. Donc, il y a un immense bulletin de vote qui fait souvent plusieurs pages aux États-Unis. Puis là, on vote. On commence par président, puis on descend. Donc, quand il y a un candidat ou une candidate comme Joe Biden, très impopulaire au moment de quitter la course, mais il y a un impact négatif sur tout le ticket. Donc, des courses qui ne seraient pas normalement des courses deviennent compétitives parce que le candidat est impopulaire. Puis là, on avait une situation où Joe Biden plombait le ticket démocrate de haut en bas de la liste. Et là, maintenant, c'est le contraire qui est en train de se produire selon ce sondage, ce sondeur, qui, n'en est pas nécessairement content. Donc, je trouvais que c'était une façon crédible de vous montrer ça. On va regarder le détail plus tard, bien sûr. Vous commencez à être habitué, vous connaissez la formule. Je voulais aussi vous parler du financement. Alors, en juillet qui, faut se souvenir, là, est le mois que Kamala Harris a changé. Là. Elle a changé mi-course, elle a changé fin juillet. Là. Je dirais certainement dans la deuxième moitié de juillet. Eh bien, elle a réuni 310 millions de dollars en juillet contre 137 millions pour Donald Trump. Donc, plus du double dans le premier mois de son arrivée. Et pour l'instant, cash on hand, donc argent disponible, 377 millions. Parce que ça, c'était que pour le mois de juillet. Là. Donc, argent disponible, 377 millions pour Harris contre 327 millions pour Trump. Donc, 50 millions d'avantages. Et cet écart se creuse à chaque semaine car elle continue d'avoir plus de succès dans ses levées de fonds que Donald Trump. Donc, il y a un avantage financier et cet argent est nécessaire parce qu'aux États-Unis, les publicités télévisées sont très importantes. Les publicités sur différents médias sociaux sont également très coûteuses. Donc, c'est une question il en va du succès de la campagne d'avoir suffisamment d'argent pour se payer ces publicités-là. Il y a aussi des questions qu'on pose souvent sur est-ce que Trump, son argent va véritablement à sa campagne ou est-ce qu'il ne paye pas aussi ses avocats? On sait qu'en fait qu'il paye ses avocats. Donc, si Trump était en avance, ça ne serait pas tellement grave, mais comme il y a un retard à rattraper et qu'il y a un retard financier, ça va être difficile pour lui de renverser la tendance. Donc, je tenais à vous dire ces indicateurs de momentum. Maintenant, si on prend les sondages, je vous ai déjà parlé de ce betting average pour les gens qui est un bon proxy, là, qui est un bon qui nous donne une bonne idée de l'état de la course. C'est les preneurs au livre. Donc, je vous ai dit lors de la dernière capsule, Kamala Harris prenait l'avance pour la première fois, si vous voyez la tendance. Hein, ça a monté comme ça, puis elle a fini par prendre l'avance. Mais là, maintenant, cette avance s'est accentuée. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi ça? C'est des parieurs. C'est comme, d'accord, mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça de plus près, mais souvent, les parieurs, les preneurs au livre ont une bonne idée de ce qui se passe. D'ailleurs, quand on regarde
les sondages généraux, le même site, mais cette fois-ci les sondages des intentions de vote, on voit qu'il y a une avance présentement de 1% pour Kamala Harris. Et c'est quand même ce qui reste à Trump aussi, pour ceux qui s'inquiètent pour Donald Trump. 1% d'avance avec tout ce momentum, avec tout ce bruit, avec toutes ces erreurs. Kamala Harris ne mène que par 1% présentement dans la moyenne des sondages. Ça, c'est selon Real Clear Politics. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, je souhaite maintenant vous montrer l'état de la course selon 538. 538 qui est un site qui est beaucoup plus avancé en termes de octroyer la bonne valeur aux différents sondeurs. Donc ici, pour l'instant, quand on rafraîchit, là, vous allez voir que il y a une avance de 2,5% pour Harris au national, ce qui est énorme en politique américaine. Ça vaut la peine d'être mentionné. J'ai pris la peine de préparer cette carte. Préparer cette carte, quand même une façon drôle de le dire. Ces États, vous commencez à les connaître. Les États qui sont déjà mis en rouge ou en bleu, rouge étant républicain, bleu étant démocrate, constituent les États certains, en tout cas, ou en position certaine à l'heure actuelle. Je remonte un petit peu pour vous montrer le total. Donc, voici les États qui restent à déterminer. Vous allez voir que c'est assez intéressant. On va les passer sondage par sondage. Donc, commençons par le Nevada. Alors, dans le Nevada, Trump mène toujours par 1,2 points. Si on regarde un peu le détail des sondages, New York Times, Siena College, je vous le dis tout de suite, ça, c'est le sondage le plus fiable de toute l'industrie. Okay? Quand on regarde, je ne sais pas si je l'ai préparé, oui, c'est ça. Alors, ici, on a la liste de tous les sondeurs et la valeur qu'elle a aux yeux de 538. En haut complètement, là, et là, je vous parle d'une liste qui contient des centaines de sondeurs. Là. En haut complètement, il y a le New York Times, Siena College, qui est le plus fiable de tous les sondages. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne Trump en avance, Trump en avance, Trump en avance et Trump en avance. Donc, certainement qu'ici, à l'heure actuelle, Nevada, les républicains sont en avance. Maintenant, nous allons passer du côté de l'Arizona. Excusez-moi. Et là, l'Arizona, intéressant, Harris mène par 1,3 points. Qui nous a donné la dernière information? Encore New York Times, Siena College. Qu'est-ce qu'on voit? Harris plus 4, Harris plus 3, Harris plus 5, Harris plus 4. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un grand renversement parce que l'Arizona, c'était Trump plus 6. Maintenant, ce serait démocrate plus 1. Donc, présentement, à l'heure actuelle, l'Arizona va aux démocrates. Si on va en Georgie, Trump mène dans la moyenne des sondages. Regardons les derniers sondages. New York Times, Siena College, encore, parce que là, c'est très important. C'était un peu la nouvelle de la semaine, c'est que ce sondage est tombé dans tous les États clés. Vous allez voir, on va regarder ensemble. Trump plus 3, Trump plus 6. Il y en a fait 4 parce que c'est ça qu'il faut faire. Des likely voters, je vous ai déjà expliqué, je le réexplique. Quand on regarde des likely voters, c'est des gens qui sont sur la liste électorale et affirment avoir l'intention d'aller voter, versus registered voters, ici, ARV, qui est simplement des gens sur la liste électorale, mais avec un taux de votation de 50%, c'est beaucoup moins fiable, surtout quand tu as un relativement petit échantillon comme 660. Alors, ils ont fait 4 coups de sonde consécutifs pour voir quelle était la moyenne. Trump en avance confortablement ici, en Georgie. Donc, j'accorderai encore plus d'importance à ces sondages-là que cette moyenne de 0,2%. Alors, on va donner la Georgie pour l'instant à Donald Trump. Comme vous voyez, on est rendu à 224-241. Je vous rappelle que le chiffre magique est de 270 pour l'emporter des grands électeurs. La présidence américaine, on n'élit pas le président au scrutin universel, on l'élit au collège électoral. Le collège électoral, c'est si on remporte un État par un vote, on remporte l'entièreté de tous les votes du collège électoral de cet État-là. Et à la fin, on additionne. Et le total requis, c'est 270 parce que le total de votes disponibles, c'est 538. C'est pour ça que le site, d'ailleurs, s'appelle 538. Donc, la majorité, la plus petite, c'est 270. Donc, voici les États clés dont on n'arrêtait pas de parler. Nous allons commencer par le Wisconsin. Le Wisconsin, on voit la moyenne, presque 3% d'avance pour Harris. Encore,
Ça, c'est intéressant. Il s'est rajouté des petits sondages, mais ça, c'est pas nécessairement des choses sur lesquelles je donnerais beaucoup d'importance. Regardons ce New York Times Siena College. Alors, Harris plus 6, Harris plus 7, Harris plus 4, plus 4. D'ailleurs, vous allez voir, ici, il n'y a aucun rouge, là. C'est 100% bleu. Donc, encore une fois, on parle au jour d'aujourd'hui. Il y a encore des choses qui peuvent changer. Puis, vous avez vu, c'est pas des grosses avances. OK, 1 point, 2 points, 1 point, ça pourrait changer. Mais d'expérience, ça fait longtemps que je regarde des élections américaines. D'expérience, ça ne change pas. Là. Je veux dire, arrivé au jour du vote, celui qui mène, il mène parce qu'à un moment donné, on vit dans la réalité. La réalité, c'est que c'est celle-ci. C'est que Harris est en avance au Wisconsin. L'État suivant, le Michigan. La moyenne des sondages, plus 2,5 pour Harris. Le Bullfinch Group, je les ai cherchés, j'avais aucun score, donc je vais les ignorer. Fabrizio, je ne les connais pas, mais regardez, encore une fois, New York Times, Siena College, la date 5 au 8 août, relativement récent. Plus 5, plus 1, plus 4. Quand même ici, un plus 3, puis ça nous montre, c'est la même période de temps, c'est le même groupe, et pourtant, plus 4, plus 1, plus 5 devient plus 3 pour Trump. Alors, on voit que ces sondages-là, ça a quand même ses limites. C'est pour ça qu'on a besoin d'un agglomérateur de sondages. Et l'agglomérateur de sondage nous donne une avance dans le monde relatif de la politique américaine confortable de 2,5 points. Donc, présentement, au jour d'aujourd'hui, avant tout changement, c'est Harris qui mène au Michigan. Et maintenant, nous allons voir le fameux État de la Pennsylvanie, dont tout le monde parle, avec raison. Vous avez vu le nombre de grands électeurs. Regardez, une avance de 1,3 points pour Harris. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit au Quinnipiac University, un bon sondage, Harris plus 3, Harris plus 3. Le fameux New York Times, Siena College, plus 2, plus 2, plus 4, plus 3. Il y a des petits plus 1, là, mais intéressant. Emerson College, c'est bon. Radcliffe, Pennsylvania aussi. Donc, une petite note discordante ici. J'ai pas trouvé c'est qui signale. Il n'était pas répertorié, donc je pense pas que c'est extrêmement fiable. Mais on voit qu'en général, la tendance, c'est une légère avance pour Kamala Harris. On voit comment c'est fragile, on voit comment ça pourrait changer. Tout va dépendre du jour du vote. Mais pour l'instant, on la donne. 268, on est presque au port du but. Regardez bien la Caroline du Nord. Caroline du Nord, 0,4% d'écart. Les derniers sondages, Siena College, New York Times, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3. Pour Harris, donc même si c'est par... On ne pourrait pas avoir une plus petite avance, ou pratiquement pas une petite avance. Présentement, c'est Harris. Et la Virginie, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de sondage. C'est un État qui vote régulièrement pour les démocrates, mais je tenais à mettre que moi, je ne suis pas confortable de mettre la Virginie aux démocrates. Apparemment, l'absence de sondage semble montrer. Regardez, ça date du moment que Harris est rentré dans la mêlée. Trump avait une avance, mais pour l'instant, j'estime que la Virginie ne peut pas être placée dans un camp ou dans l'autre parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de bonnes informations. Donc, on a une victoire présentement pour Kamala Harris. Si la Virginie devait voter comme toutes les fois depuis 2006, on aurait une victoire relativement confortable. Je vais l'enlever quand même. Donc, présentement, avec les avances dont on a parlé ici et ici, au scrutin général, avec les avances dans les États clés dont on a fait preuve, présentement, Kamala Harris accroît son avance parce que l'Arizona est tombé dans le camp démocrate et c'est un État de plus. L'avance s'est creusée dans les États clés de Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Je vous rappelle, puis la Caroline du Nord, ce qui est un peu catastrophique. Puis vous avez pour Trump, là, parce que c'est un État que Trump devrait vouloir gagner. On a aussi vu qu'il y a des États confortables pour les républicains normands qui ne sont plus confortables. Alors, on pense déployer des annonces en Floride, alors que ce qui est extrêmement coûteux. Donc ça va pas bien pour Trump, ça va bien pour Harris, et ça, c'est la tendance actuelle. Maintenant, quel impact est-ce que ça a sur Donald Trump? Eh bien, depuis une semaine, là, depuis qu'on s'est parlé, là, Trump, il s'est désorganisé, il est très frustré, visiblement frustré, et il va dire des choses, ça a été quand même remarquable. Alors, il dit, la médaille de la liberté est mieux que la médaille d'honneur. Alors, je vous explique un peu c'est quoi ces deux choses-là. Le plus haut honneur militaire qu'une soldate peut obtenir, c'est la médaille d'or du Congrès. Gold medal, OK? Et
la plus haute distinction qu'un président peut donner, c'est la médaille de la liberté. Trump avait donné la médaille de la liberté à un milliardaire qui avait financé sa campagne. Puis là, sans que personne lui en parle, soulevé de lui-même, dire « Ah, mais c'est beaucoup mieux la médaille de la liberté parce que la médaille d'or est donnée à des soldats qui ont été blessés ou tués. » Donc, c'est pas très intéressant, là. Puis ça fait écho à ce qu'on lui reprochait d'avoir dit que les soldats tués, c'est des suckers and losers. Puis ça, c'est quelque chose que l'entourage de Trump et les partisans de Trump nient qu'il a dit, mais la personne qui a dénoncé Trump d'avoir ridiculisé les gens tués au combat, c'était son chef de cabinet, qui est un général 4 étoiles américain. Donc, c'est très difficile d'imaginer qu'il inventerait quelque chose comme ça. Et là, on a un écho ici, là, où il dit « Ah, ben dans le fond, c'est bien mieux la médaille de la liberté parce que, tu sais, ça n'a pas été donné à un soldat blessé. » Pourquoi dire ça devant un micro avec des journalistes qui regardent? Ça fait pas de sens. Qui va maintenant plus voter pour lui qui a dit ça? C'est vraiment juste quelqu'un qui tente d'agrandir sa propre importance. C'est une erreur. Puis là, je dis pas ça pour dire que Trump est ceci ou cela. Je vais juste dire, j'analyse la politique, OK? Je regarde les tendances. Je viens de vous dire, il y a une tendance lourde qui va du côté de Harris contre Trump. Et lui, j'observe, que fait-il pour s'en sortir? Eh bien, il va dire des choses comme ben, c'est bien mieux la médaille de la liberté parce qu'au moins, on n'est pas un soldat blessé magané. Donc, vraiment douteux. Il va continuer de dire des choses comme beaucoup plus que 100% des nouveaux emplois vont aux migrants, ce qui, encore une fois, ne fait pas de sens, qu'on pensait qu'il avait dit ça une fois dans un discours puis s'était juste trompé, mais non, il revient à la charge, il insiste, plus de 100% des nouveaux emplois vont aux migrants. Alors, si vous êtes capable de m'expliquer comment ça fait du sens, j'ai beaucoup de misère à le faire. Il a revendiqué le droit de faire des attaques personnelles parce que, vous savez, Kamala Harris aussi fait des attaques personnelles. Elle m'a traité de bizarre. Donc, très, très étrange le comportement de Donald Trump. On voit que quand il est en avance, il est capable de faire preuve d'une certaine discipline. Mais parfois, lorsqu'il tire de l'arrière, beaucoup plus aigri, frustré, beaucoup plus de mal à rester sur le sujet. Donc, il y a des choses, on voit plusieurs médias ont simplement interrompu ces conférences de presse ou en tout cas cessé de les diffuser parce que même, et je vois, là, je suis des YouTube de YouTubeurs de droite, puis même eux disent, je ne peux pas m'amener à regarder l'entièreté de ces discours, ils sont interminables, ces réponses sont sans queue ni tête, et même moi, à titre de blogueur de droite, je ne suis pas capable de le regarder au complet, donc même les gens qui le regardent de la gauche aussi, qui disent, je le regarde pour avoir du plaisir de le voir s'enfoncer, puis après un certain temps, j'ai même plus de plaisir. Alors, c'est relativement universel que ces discours sont un peu imbuvables, puis là, on a des situations comme CNN qui arrête de diffuser son discours, qui vont revenir pendant la période de questions. Il va se faire poser une question, puis il y a une des réponses qui a duré 20 minutes. Donc, ils vont de nouveau couper et dire, bon, en tout cas, c'était Donald Trump. MSNBC, pour sa part, a refusé carrément de couvrir sa conférence de presse. Fox News l'a diffusé au complet, mais on se demande encore combien de temps ça va continuer parce qu'on a des partisans de Trump, des gens qui sont connus pour être des partisans de Trump, qui critiquent publiquement sa campagne. Je vous mets un petit extrait. J'espère que ça va bien sortir. Je vais vous dire c'était qui après, puis je vais vous traduire un peu. Mais merci à Pod Save America pour le petit montage. Regardez bien. Quit whining about her. The campaign is not going to win talking about crowd sizes. It's not going to win talking about what race Kamala Harris is. It's not going to win talking about whether she's dumb. I will say that in that discussion with Elon, to me, he seemed quite rambling. I mean, it was like, yep. He rambles. He goes on too long at his rallies and in these exchanges and at his presser the other day, to where you get kind of bored, you lose the thread, you lose interest. The winning formula for President Trump is very plain to see. It's fewer insults, more insights, and that policy contrast. It's insane to attack Kamala Harris personally when, in fact, the attacks on her actual policy statements will be much more devastating. Alors, on résume là.
On a du côté de Nikki Haley une critique que Trump devrait cesser de faire autant d'attaques personnelles. Il devrait se concentrer sur la campagne. Megyn Kelly, qui est une ex-journaliste à Fox News, qui critique également pour la même raison. Mais Kellyanne Conway qui dit Trump est bon quand il parle de politique, il n'est pas bon quand il parle des gens. Puis Peter Navarro qui est allé en prison pour Trump parce qu'il a refusé de témoigner contre Trump, qui va dire on le laisse pas être lui-même, essayer de trouver des raisons, mais bref, il est très très mal à l'aise avec la façon dont la campagne de Trump se passe. Donc, ce sont des critiques qui viennent de son propre camp. Donc, encore une fois, c'est pas que moi, je suis ici pour vous présenter les faits, vous donner une analyse. C'est sûr qu'il y a une part d'opinion dans l'analyse, là, je m'en cache pas, mais je veux dire, vous admettrez quand même que pour l'instant, Trump ne va pas dans la bonne direction. Et c'est un peu mon message, là, surtout pour les fans de Donald Trump. Là, je pense que c'est deux choses différentes de dire Trump fait des erreurs et devrait corriger le tir et Trump est stupide. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il est stupide, je suis en train de dire qu'il fait une erreur puis il compte des buts dans son propre filet. Donc ça, c'est quelque chose qui doit changer. Parlant de changer, je vais juste ramener notre page Internet. Deux changements majeurs. La campagne de Donald Trump ajoute Corey Lewandowski à son équipe comme senior advisor. C'était le directeur de campagne en 2016 dans la campagne victorieuse de Trump. Par contre, M. Lewandowski, il y avait une raison qui n'était pas dans cette campagne-ci. Il a été accusé, d'impropriété personnelle envers la femme d'un donateur important. Et puis aussi une agression sur un journaliste. Si vous le voyez, pas quelqu'un qui donne dans la subtilité. Donc, si on veut corriger le tir et essayer élargir sa base, pour ma part, je ne suis pas convaincu que M. Lewandowski est la bonne idée. Mais en tout cas, sachez que l'architecte, si on peut l'appeler l'architecte, de la victoire de 2016 revient dans le camp de Donald Trump. Ça sent un peu le désespoir, quand même, parce que comme je l'ai dit, pourquoi ne pas l'avoir amené tout de suite? Il y avait des raisons. Ces raisons-là continuent d'exister. Pendant ce temps-là, du côté de Harris, on ramène David Plouffe, qui était le grand stratège de Obama en 2008, qui est largement crédité pour avoir été, l'artisan d'une des plus grandes victoires, une des meilleures campagnes de tous les temps, car Obama partait quand même de loin au départ. Donc, M. Plouffe revient dans le giron. Il sera un conseiller senior sur les choses de 270. Les choses de 270, c'est la carte électorale, donc il va les aider à l'emporter. On remarque quand même une bonne discipline du côté de la campagne de Kamala Harris. Alors, je ne sais pas à quel point il aura un impact là-dessus, mais je tenais à vous le dire. Justement, parlant de politique, ce que les Américains appellent policy, donc c'est une plateforme, si on veut, les deux candidats ont été en Caroline du Nord à un jour d'écart, parler de leurs plateformes respectives. Donc, du côté de Donald Trump, on affirme des choses comme les gens vont payer 4 fois plus d'impôts sous Kamala Harris, ce que je ne sais pas comment on fait. On va payer plus que 100% d'impôts parce que pour bien des tranches de revenus, on est au-dessus du 25%. Donc, c'est quoi 4 fois plus d'impôts? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? On annonce que l'inflation va baisser très, très, très rapidement. Mais je tiens quand même à dire que c'est aussi une nouvelle. Là. L'inflation, à chaque mois, là, est maintenant, donc de juillet en juillet, ça a elle a baissé à 2,9%. Donc, on est dans une situation où l'inflation est pratiquement déjà corrigée. Évidemment, il y a encore fort à faire, mais ça reste quelque chose de réel. M. Trump parle de forer plus de pétrole pour faire baisser le coût de tout. Et là, je vous traduis littéralement ce qu'il vient de dire. Mais encore, il faut mentionner que Joe Biden a foré plus de pétrole que tous les autres présidents avant lui. Donc, il y a un certain record de production de pétrole du côté des États-Unis. Donc, c'est comme si soumettre que c'est pas encore assez. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Il veut parler de payer la dette qui est très imposante, là, à plus de 35 milliards. Mais
la dette, c'est sur le 35, et je dis 35 milliards, mais c'est 35 trillions, donc 35 000 milliards. C'est lui qui en a ajouté 8 là-dessus. Donc, il a ajouté à peu près 22 % de la dette existante en seulement 4 ans. Et c'est évident qu'en baissant les impôts des compagnies, en baissant les impôts, on prive le gouvernement de revenus. Il doit emprunter pour continuer de payer les programmes existants et cette mirobolante facture de la défense nationale. Donc, si on parle encore une fois de baisser les impôts, et c'est le cas, là, Trump parle de maintenir les impôts, les baisses d'impôts pour les riches et même d'en rajouter d'autres, c'est certainement pas avec de l'argent en moins que le gouvernement va payer plus sur la dette. Maintient l'idée de tarifs à l'entrée sur les produits qui viennent de la Chine, ce qui est en fait une augmentation de la facture payée par les consommateurs. Je vais le répéter encore, les tarifs, même si on dit les tarifs provenant de la Chine, ça sous-entend, on dirait que c'est des tarifs que la Chine paye pour importer, mais non, c'est simplement que le consommateur qui doit payer un tarif à l'entrée. Donc, si vous achetez quelque chose qui coûte 10 $ et il y a un tarif de 20 % comme Trump propose qui provient de la Chine, eh bien, vous allez maintenant le payer 12 $. C'est vous qui payez le tarif. Donc, pas certain de l'impact de ça. Puis, il parle aussi de chasser les migrants qui sont, selon les propriétaires terriens du Sud, des États républicains qui demandent, non, on a besoin de ces migrants-là pour faire notre travail. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui veulent aller cueillir des fruits pour $1 ou 2 $. Donc, ça, c'est la plateforme de Trump. C'est pas une plateforme qui parle nécessairement aux gens, là, forer plus de pétrole pour faire baisser le coût de tout. C'est encore une fois un peu la formule magique. Les gens vont payer 4 fois plus d'impôts sous Kamala Harris, l'inflation va baisser. Il promet des choses presque invraisemblables. Donc, on va voir l'impact de ça. Pendant ce temps-là, Kamala Harris, le lendemain, vient et propose un crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison de 25 000 $, bannir les profits records pour les épiceries, geler le prix de l'insuline pour toutes les populations à 35 $ par mois, alors que c'était quelque chose qui était réservé à certaines classes, à certains groupes d'âge, certains types de maladies, annuler les dettes médicales en partie, donner un plus grand crédit pour enfants et bannir la coordination des hausses de loyer. Ce ne sont pas nécessairement des promesses qui sont super réaliste parce que ça reste compliqué pour le gouvernement d'aller faire ça, bannir les profits records pour les épiceries. Pas clair que comment dans le détail que ça va se passer. Ce sont toutes des choses qui risquent fort de ne pas se produire exactement comme telles, mais elles ont l'avantage de parler directement à ce que les gens vivent. Donc, j'ai l'impression que c'est un message qui est beaucoup plus ciblé vers l'électorat, plutôt que l'espèce de macro-politique avec des grandes promesses ronflantes promises par Trump. Donc, ça s'est passé cette semaine, ça méritait d'être dit. Passons maintenant aux clés d'Alan Lichtman. Je l'ai fait dans le détail à chaque fois. Je vous laisse parce que c'est un modèle qualitatif. Vous pouvez sauter au prochain chapitre à la conclusion, ceux et celles qui commencent à bien connaître ce modèle. Donc, quand il y a 8 clés qui sont vraies, le parti qui détient la Maison-Blanche est favori pour l'emporter. Lorsqu'il y a 6 clés qui sont fausses, c'est plutôt le parti qui n'a pas la Maison-Blanche qui l'emporte. Ce modèle qualitatif a été développé pour rétro-prédire les élections avant 1980 et depuis 1980 a prédit chaque élection présidentielle correctement. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. C'est un modèle qui s'éloigne des sondages qui fluctuent à chaque jour venant d'un groupe différent ou d'un autre. Et très crédible parce qu'il a quand même prédit toutes les élections sauf Bush contre Gore. Et compte tenu du scandale un peu que c'était le jugement de la Cour suprême dans Bush contre Gore, peut-être que, en fait, il l'a pas mal prédit. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les théories de la conspiration. Rapidement, des gains dans les élections midterm, ça se mesure de midterm à midterm. Donc, il y a 4 ans, les midterms précédentes, les républicains ont réalisé des gains. Cette clé est rouge. Pas de primaire du côté du parti qui détient la Maison-Blanche. C'est le cas puisque Kamala Harris n'a fait face à aucune opposition pour devenir la candidate une fois que Joe Biden a quitté. Le président ou la présidente se représente elle-même, ce n'est pas le cas, donc c'est une clé qui va du côté républicain. Pas de tiers parti, le critère étant un tiers parti capable d'emporter plus de 5 % du vote au national. Et Robert F. Kennedy
n'est pas en position de faire ça présentement, n'est pas inscrit dans tous les États et compte tenu des sondages actuels, risque de tomber en bas de 5 %. J'ai oublié de vous mentionner qu'il y avait une nouvelle où on a entendu que M. Kennedy essaierait de négocier une position avec Kamala Harris pour ne pas se présenter. La raison pour laquelle l'existence d'un tiers-parti, l'existence même d'un tiers-parti est une clé favorable aux gens aux partis qui ne détiennent pas la Maison-Blanche, c'est que l'existence d'un tiers-parti fort est un symptôme d'une impopularité du régime en place. Mais il y a quand même un critère qui est de l'emporter à 5 % au national, ce qui ne sera pas le cas ici. Clé numéro 5, économie forte à court terme, définie précisément comme étant ne pas être dans une récession. Une récession est définie précisément comme étant 2 trimestres de croissance négative consécutive. Le dernier trimestre est terminé par une croissance positive. Ce n'est plus possible d'être en récession au moment du vote, même si le dernier trimestre était négatif. Je le laisse pas entièrement bleu parce que reste que si ce que les Américains appellent cratère, s'il y a un cratère économique, ça sera qualitativement, là, on pourra dire que oui, on est dans une grande période négative économique. Bonne économie à long terme se mesure comme étant la croissance moyenne du mandat qui s'achève a été plus grande que la croissance moyenne des 2 mandats précédents en dollars réels, donc toute chose étant égale par ailleurs. Ça aussi, pour l'instant, c'est quelque chose qui avantage les démocrates car ce critère est rempli. Grand changement de politique entre l'actuel mandat et le mandat précédent, c'est le cas. Joe Biden a adopté plusieurs mesures très contraires à ce que Donald Trump faisait. Je pense que même les partisans de Donald Trump peuvent être d'accord qu'il y a une grosse différence entre Donald Trump et Joe Biden. No social unrest. Vous allez voir que au total, il y a une clé. S'il y a une clé qui change, favorable aux démocrates, qui change du côté des républicains, là, tout d'un coup, le modèle va prédire une victoire des républicains. Donc, la plus faible de toutes les clés, c'est celle-ci. Alors, l'instabilité sociale. On va voir la semaine prochaine au Congrès démocrate si les manifestations contre la guerre à Gaza prennent une ampleur telle qu'il va falloir appeler la garde nationale, qu'il y a des gens qui vont mourir dans les rues, qu'il va y avoir des feux un peu partout. Ça, c'est les critères. C'est pas votre idée de c'est quoi l'instabilité sociale. C'est des gens meurent dans les rues, les manifestations ne s'en vont pas, il y a des feux partout. Donc, pour l'instant, c'est une clé légèrement du côté démocrate parce qu'il n'y a pas d'instabilité sociale, mais je la mets à son plus faible parce que ça pourrait changer très rapidement et ça pourrait changer la prédiction finale parce que si on fait le total, vous allez voir que les démocrates l'emportent par un minimum de clés. Pas de scandale, on parlait d'un scandale personnel qui touche directement le président, un scandale de corruption. Et ça fait partie du critère que des membres du parti du président reconnaissent qu'il y a un scandale, reconnaissent que c'est un problème. Donc, il y a un côté bipartisan à la chose. Ce n'est pas le cas. Aucun échec militaire ou de politique étrangère, eh bien, il y en a eu. La retraite d'Afghanistan, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, la guerre à Gaza sont toutes des choses qui témoignent d'un échec américain. Est-ce qu'il y a eu des succès diplomatiques pour la 11e clé ou militaire? Non. Qui compense ça? Pas du tout. Puis les 2 dernières clés, les moins bien comprises, un candidat charismatique ou un challenger charismatique. Par charismatique, on veut dire talent générationnel à la Ronald Reagan. Ça devrait apparaître une fois par 20 ou 30 ans. À la Barack Obama, qui est tellement populaire qui est capable de convaincre des gens de l'autre parti. Donc, s'il y a des démocrates en groupe significatif, là, pas votre oncle là, qui n'aurait pas voté, mais là, il va voter pour Trump. On parle de mesurables, là, des quantités mesurables de gens de l'autre parti qui sont convaincus. Alors, je ne pense pas que Donald Trump, Donald Trump, objectivement, ne va pas chercher beaucoup de démocrates, au contraire. Et Kamala Harris non plus. Même si on pourra peut-être commencer à parler d'un groupe de femmes qui pourraient voter pour leurs droits, parce qu'on sait que l'agenda 2025 de Donald Trump et ses comparses semble faire beaucoup de place à l'interdiction de l'avortement national. Donc, c'est quelque chose qui concerne beaucoup les femmes. Et fait à noter, il y a une maison de sondage qui dit qu'ils ne sont plus capables de trouver des femmes qui sont indécises. Plus capables de trouver de femmes indécises, ça veut dire qu'elles ont toutes pris leur décision. Et je vous soumets que depuis
que le jugement dans Dobbs est venu renverser Roe contre Wade. Il n'y a pas eu une seule élection, peu importe la taille de l'élection, peu importe l'État dans lequel l'élection se tient, peu importe si c'était un siège républicain ou démocrate, que les démocrates n'ont pas surperformé les attentes par un nombre significatif parce qu'il y avait une espèce de majorité silencieuse. Les femmes sont une majorité aux États-Unis qui sont sorties voter, souvent pour la première fois. Donc, s'il n'y a plus de femmes qui sont indécises selon ce sondeur, c'est pas nécessairement un bon signe pour Trump. Donc, certainement que peut-être que du côté de Trump, on ne va pas chercher des votes démocrates. Peut-être que Kamala Harris va aller chercher des votes républicains, mais pour l'instant, on les met tous les deux comme étant incapables de produire cela, ce qui donne au total 8 clés aux démocrates, puis on a ici Harris wins. Okay? Donc, j'aime toujours mettre cette clé qui a été élaborée par des scientifiques et qui a très bien prédit les élections depuis que ce modèle a été mis en service en 1980, parce que ça contrebalance le jeu des chiffres changeants des sondages. Alors, ça nous amène à la conclusion de cet épisode. La conclusion, c'est Kamala a accru son avance depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Elle avait pris l'avance la dernière fois, elle a accru son avance cette semaine. Et du côté de Trump, on doit se ressaisir et faire preuve de davantage de stratégie. On doit être plus gracieux, on doit faire moins d'attaques personnelles. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est Kellyanne Conway, c'est Megyn Kelly, c'est Peter Navarro, c'est Nikki Haley. Donc, des gens qui sont dans son camp. On voit qu'il y a un branle-bas de combat, on rajoute Corey Lewandowski. On voit que Trump reconnaît la gravité de la situation. Donc, et ça, c'est avant le Congrès démocrate. Le Congrès démocrate, c'est le congrès de tous les dangers pour tout le monde parce que normalement, un congrès, une convention, où on adoube là, officiellement le ticket d'un parti politique, c'est une espèce de grande opération de publicité qui dure 4 jours. Et à la fin de celle-ci, le parti en ressort plus fort dans les sondages. Les républicains ont déjà tenu leur convention, donc leur espèce de score augmenté est déjà intégré dans leur score actuel. Donc, normalement, après 4 jours, les démocrates devraient accroître encore plus leur avance avec encore plus de momentum parce qu'on présente au peuple le ou la candidate, l'équipe, avec un battage médiatique. Je pense que ça va retenir beaucoup l'attention, surtout que là, les gens ne s'attendaient pas à voir Kamala Harris là, veulent apprendre à la connaître. Donc, normalement, après 4 jours, le score démocrate devrait augmenter encore plus. Par contre, en raison de la situation au Gaza et de l'incertitude que ça peut provoquer avec des manifestations qui pourraient devenir violentes, comme je vous l'ai dit, ça pourrait changer cette clé ici qui donnerait Trump wins. Donc, c'est tout ce que ça prend, c'est ce petit changement ici. Et voilà, Harris wins ou Trump wins, dépendamment de si ou non il y a des manifestations. Donc, du côté démocrate, on va chercher à creuser l'écart avec une bonne convention. Du côté républicain, on espère que les manifestations viennent perturber le déroulement de la convention et viennent nuire à l'image du Parti démocrate, puis peut-être renverser la tendance. Donc, la semaine prochaine, ça va être très, très important. Je vous rappelle que nous serons live à au moins une reprise. Donc, joignez-vous à nous, on va pouvoir en discuter ensemble. Et j'ai bien hâte de vous lire et de vous voir. Et je vous laisse en terminant avec ce petit mot de la fin. N'oubliez pas de passer le mot, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la avec vos amis. Continuons de grandir la communauté. On va bientôt arriver à 1000. Il reste quelques bonnes places pour le premier 1000. Après ça, vous pourrez dire j'étais parmi les premiers. Et j'ai bien hâte de voir où cette communauté va nous mener. Déjà 52 pays. Alors, voilà. Sur ce, j'ai très hâte de vous revoir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.